Selon la légende, l'île a été fondée en l'an 620, lorsque Lydéric vaincut le géant Finard en combat singulier et obtint en récompense du bon roi Dagobert un château qui allait devenir la ville. Les archéologues, qui se méfient des légendes, ont trouvé sous la place Riour un silex taillé et une hache polie en bois de serre sous la rue Solferino. Des objets vieux d'au moins 6000 ans, assurent-ils. Les historiens, qui sont des gens mesurés, estiment eux que la ville s'est développée à partir de l'an 1000, depuis une des îles qui jalonnait alors la Deule, d'où son premier nom d'ailleurs, Île, qui deviendra le Lille qu'on connaît aujourd'hui. Une ville née de l'eau en quelque sorte, qui eut longtemps à faire avec un grand réseau de canaux aujourd'hui invisibles. Une ville de plus de 10 siècles donc, qui tient en son cœur le témoignage de son évolution, le vieux Lille. Malfamé voici 30 ans, joyau touristique aujourd'hui, qui fait vibrer les spécialistes et les amoureux des belles choses. Comme Catherine Monet, la découvreuse. Valérie Langlais, la gardienne des canaux. Jean-Yves Méraud, le militant qui justement voudrait revoir des canaux. Annabelle Picard, qui veille sur la charité. Bruno Girvaud, le gardien de trésors. Jérôme et Sylviane Godon, les spécialistes des grimoires d'antan. Nicolas Dessau, qui détient ombrageusement les clés de quelques secrets. Ou enfin, le père Arnaud Chillon, paisible passeur de lumière. Début de la balade avec Thomas qui adore le vieux Lille et les 2 chevaux. Il a transformé ses passions en métier et propose des visites guidées de la vieille ville dans ses décapotables très françaises. Enchantée, Valérie. Je suis votre chauffeur guide. On est parti pour une visite insolite de l'île en 2 chevaux. Super. Parfait. Ça va? Ouais, Bien installé? Bah oui, parfait. Alors cette voiture, elle est de 1978. Ah oui. Si vous avez un peu chaud, je peux mettre la clim. Oh, c'est génial. Alors, important de savoir, c'est qu'à l'île, il y a eu différentes occupations, et notamment une occupation espagnole. Par exemple, le palais Riour, il a appartenu au roi d'Espagne. Alors c'est pour ça qu'au niveau de l'architecture, vous pouvez souvent voir les couleurs de l'Espagne, le rouge et le jaune, enfin le safran, le ocre. D'accord. Alors la Grand Place, qui est la place ici sur la droite, c'est le lieu de rencontre des Lillois où on se donne rendez-vous à la Fontaine. Son véritable nom, c'est la place du Général de Gaulle. Elle a un autre surnom, c'est la place de la déesse. Pourquoi? Parce que vous voyez cette colonne qui est au centre, avec au-dessus la déesse. Ça a été édifié en 1842. Et en fait, elle commémore, elle représente l'héroïque défense des Lillois contre les Autrichiens. Si vous voulez, 3 ans après la Révolution française de 1789, et les Autrichiens qui ont tenté d'envahir la ville de Lille, elle est là pour symboliser cette héroïque résistance. Alors au sein même de la Grand Place, il y a 3 styles architecturaux qui prédominent. Il y a ce que l'on appelle le style franco-lillois, les petites maisons que vous voyez en face. Alors autre style, c'est le style flamand, alors caractérisé par l'ancienne bourse de Lille. Alors le style flamand, vous le voyez, c'est le judicieux équilibre entre l'horizontalité et la verticalité. Vous voyez bien que le bâtiment est assez large, alors que les fenêtres pour le coup sont assez étroites. Donc à l'intérieur, c'est le coin des bouquinistes. Donc vous pouvez retrouver de très jolis bouquins neufs ou d'occasion. Alors il y a également des joueurs d'échecs l'après-midi. Et le dimanche après 19h, il y a des danseurs de tango. Alors plus d'une centaine de danseurs de tango à l'intérieur. C'est magnifique. Là, on arrive directement sur les petits pavés du Vieux-Lille. Et à droite, vous pouvez retrouver le beffroi de la Chambre de commerce. Il sonne tous les quarts d'heure, toutes les mi-heures, avec parfois la musique du petit quinquin. Vous connaissez le petit quinquin? Oui. Ah, vous êtes fait avoir, là, il va falloir chanter. Sous les pavés et les façades colorées, il y a bien d'autres trésors qui ont vécu longtemps cachés. Des poteries, des épées, des pièces précieuses, des céramiques que Catherine Monet, qui fut archéologue de la ville de Lille, a su exhumer et rassembler au musée de l'Hospice Comtesse. Il y a eu de nombreuses fouilles de fait suite au renouvellement urbain, la reconstruction de la ville permanente. Souvent, les archéologues travaillaient en même temps en fait, que les pelles mécaniques qui étaient sur le chantier de construction. On a des vestiges du Mésolithique, donc l'extrême fin de la préhistoire. Et puis après, ce que l'on appelle le Néolithique, quand les hommes se sédentarisent. On est aux alentours de moins 5000 avant notre ère. Et donc on a autour de la Deule de nombreuses découvertes gallo-romaines qui montrent en fait qu'on a une occupation relativement dense du territoire lillois et toujours le long de la Deule. Donc vraiment la Deule est l'axe d'attraction des populations depuis en fait la fin de la préhistoire.
Ici ont été découverts 2 éléments extrêmement importants. Une fosse d'abord avec de la céramique, des ossements qui datent en fait du IIe siècle après Jésus-Christ. Et puis également une observation extrêmement importante, celle d'un fossé avec un talus qui constitue en fait la limite du castrum, ce que l'on appelle le castrum, c'est-à-dire une zone de 2 hectares qui était fortifiée juste à côté de la motte castrale. Et on a là certainement le cœur de l'île au 8e, 9e siècle. La rue Coqueret est certainement parmi les plus anciennes, la place aux Oignons également. La rue de la Monnaie, en fait, date certainement du XIe siècle. Et donc, on a une circulation qui est de l'ordre de 8 à 10 mètres de large, si ce n'est 12 mètres à certains endroits. Et donc, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'est une rue qui est en fait très très large pour le Moyen-Âge. Ce qui est remarquable, c'est d'avoir pu étudier le lit de la rivière, ce qui est très très rare. On a rarement un lit fossile, les rivières continuent de circuler, l'eau continue de circuler dans la rivière. Là, en fait, tout a été figé au XIXe siècle et donc on a réussi à étudier un lit fossile d'une rivière. C'est cette absence de l'eau aujourd'hui qui est vraiment caractéristique, alors que l'eau était omniprésente partout dans l'île et notamment dans le Vieux-Lille. Et aujourd'hui, en fait, c'est une ville sèche, alors qu'en fait, elle s'est construite à partir de l'eau. Vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis? Oui. C'est vrai que la réponse à cette question, c'est rarement non. Et en fait, il y a une scène le soir où il apprend à parler ch'ti. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est dans ce restaurant ici, Morel et Fils. Il faut savoir qu'autrefois, c'était un magasin où les femmes pouvaient acheter leur lingerie. Vous pouvez voir les boulets de canon noirs, tout beau, tout lisse, incrustés dans la pierre jaune, au 3e étage. En fait, c'est prouvé par des architectes que ce sont des faux. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que l'ancien propriétaire de Morel et Fils, il s'est amusé à dessiner un boulet de canon en sein rose avec le petit téton. Ah oui, d'accord. Il y a des petits détails comme ça à voir sur les façades du Vieux-Lille. Par exemple, là-bas, au 2e étage, vous pouvez voir les angelots. Alors, les angelots à Lille, vous allez retrouver à plusieurs reprises dans le Vieux-Lille, soit ils sont face à face, ou soit ils se tournent le dos. En fait, il y a une signification. Lorsqu'ils se tournent le dos, ça veut dire qu'il y a un mur, une cloison entre les 2 pièces. Ce sont 2 pièces bien différentes. On est reparti ? J'avais jamais remarqué. Le Lion Immobilier, là, c'était un hôtel, c'est ça? Exactement. Elle est jolie, hein? Elle est jolie cette façade. Alors, à gauche, juste là, en face de vous, vous pouvez retrouver des maisons qui datent du XVIIe siècle avec des styles différents. Et notamment la maison espagnole. Vous voyez les couleurs de l'Espagne dont je vous ai parlé tout à l'heure? Le safran. Alors, en face de vous, c'est la rue de Gand. Et au niveau de la rue de Gand, difficile de ne pas parler justement des canaux lillois, parce que l'île, comme la ville de Gand, elle s'est construite sur l'eau. C'était une vallée avec plusieurs petites îles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les premiers noms de l'île, c'était Isle, I-S-L-E. Ensuite, l'île, l'apostrophe, l'accent circonflexe L-E. L'accent circonflexe a remplacé le S. Et ensuite, l'île, comme on l'écrit aujourd'hui. Et donc, il y avait 23 km de canaux qui sillonnaient la ville de Lille autrefois. On est parti? Oui. Alors, au bout de la rue de Gand, il y a la porte de Gand, vestige des remparts lillois. On ne l'imagine plus aujourd'hui, mais l'île s'est construite sur l'eau, avec l'eau et contre l'eau. Il y a 2000 ans, la rivière était partout. Mais quand les hommes se sont vraiment installés ici, ils l'ont domestiquée. Dès le Moyen-Âge, de multiples canaux ont contourné la motte féodale. Vauban, au XVIIe siècle, s'est servi de l'eau pour rendre ses fortifications encore plus imprenables. Et pendant tous ces siècles, les Lillois ont transformé leurs canaux en égouts. Le XIXe siècle les a fait disparaître, mais pour qui sait regarder, les canaux de l'île sont toujours là. Ça, c'est le plan de 1820, avant les grands agrandissements et avant les grands percements, où on voit très très bien encore la motte féodale ici. La rivière d'origine arrive du quai du Vau, passe Grand Place et ressort ici par la du peuple belge, et la motte féodale domine le port du Bas. Le canal a été percé ici pour court-circuiter l'eau et alimenter la motte et le moulin qui se trouve ici. En 1820, les canaux étaient encore présents absolument partout. On peut dire que l'île était une petite Bruges à l'époque. Là, on a un certain nombre de photos. Ici, c'est rue de la Baignerie, rue de l'Arc. On voit très bien le pont, on voit très bien, cette partie-là existe toujours. On voit ici les gens sur des ponts.
Il y avait des ponts partout. Le quai du Vau en 1930 avec ses péniches de charbon. Ce port a subsisté jusque dans les années 60. Je l'ai connu moi encore en activité. La rivière arrive donc du Pas-de-Calais par là-bas très loin derrière. Elle rentre en ville ici derrière. Et elle va sortir par l'avenue du Peuple Belge, je trouve le deuxième port. Ici, la dernière portion de canal encore conservée entre les maisons du canal de la Baignerie qui arrivait donc du quai du Vau pour entrer en ville jusqu'à la motte féodale. C'est une canalisation très très tôt dans l'histoire de l'île. Donc nous sommes ici dans le canal de Webb qui prolonge le canal de la Baignerie à travers les maisons jusqu'à la motte féodale. Et le canal arrivé ici, on le voit encore dans les cours anglaises qui sont de chaque côté, qui ont été préservées parce qu'ici on est 4 à 5 mètres au-dessus du niveau du canal. Ça permettait de débarquer et d'embarquer dans les bateaux directement des maisons par les caves. La cathédrale a pris l'emplacement de la motte féodale. Une motte féodale au Moyen-Âge, ce sont d'énormes collines de terre qu'on édifie avec un fossé tout le tour pour défendre les villes, défendre les points stratégiques. En haut de la motte, il y avait un château de bois qui, lui, a disparu. La motte a été arasée pour constituer la cathédrale, mais son empreinte est encore visible dans la ville, surtout en avion. Nous arrivons ici, au bord du canal, dans une ambiance complètement flamande, avec la maison la plus étroite de l'île et cette étonnante sculpture contemporaine qui représente un bélier tirant la langue à la cathédrale. Ce mur solitaire rue de la Monnaie est le mur du Moulin Saint-Pierre, avec 2 roues, une à droite, une à gauche, et 2 canaux souterrains qui amenaient l'eau de la motte féodale, des canaux derrière, jusqu'ici, pour aller jusqu'au port de l'avenue du Peuple Belge. Le canal Saint-Pierre passe ici sous la chapelle de l'Hospice Comtesse pour aller se jeter dans le port du bas, le port de l'avenue du Peuple Belge, qu'on appelle l'ancien rivage. Visiter le canal Saint-Pierre est un rare privilège. Le dernier vestige des canaux lillois est en effet interdit au public. Et la responsable de ces lieux déroge rarement aux règles de sécurité. On se situe dans l'ancien canal Saint-Pierre, qui est un vestige fondamental pour la connaissance de l'histoire de l'eau à Lille, qu'on a la chance encore de posséder, puisque la plupart des canaux ont été soit fossilisés, on peut les lire dans la trame urbaine, ou soit sont enfouis ou ont été remplacés par des égouts. Donc ce canal recevait les eaux de la Deule, qui, en parvenant du quai de Vau, venaient se jeter dans la basse Deule, qui se trouvait au niveau de l'avenue du Peuple Belge. Bien évidemment que l'eau est coulée à ciel ouvert et alimentait la roue à aubes qui se trouvait à l'extrémité de cet endroit. On pouvait circuler avec des barques très plates qu'on appelle des bélandres et on acheminait donc par voie, par petites barques avec des navigateurs jusqu'à la basse Deule pour qu'enfin le commerce puisse se faire avec les villes du Nord. La vaillante 2 chevaux de Thomas n'a plus à se mouiller les roues pour que ses passagers découvrent les merveilles du Vieux-Lille. Et donc là, à droite, c'est mon point de vue préféré à Lille, qui est remarquable, je trouve, parce que vous voyez les 3 rangées des maisons. On voit également l'ange de la cathédrale de la Treille, qui est juste derrière. Et là, juste à droite, c'est un des plus vieux bâtiments de la région, puisqu'il date du XIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un musée d'art régional, le musée de l'Hospice Comtesse, avec les 2 cours médiévales à l'intérieur. On est reparti ? Donc on va aller rue de la Monnaie. Alors Lille est une ville estudiantine, 2e de France. C'est la première place textile de France. C'est la 2e dans le domaine de l'édition et de l'imprimerie et la 3e place financière. Au Moyen-Âge, la ville était riche, très riche, et donc très convoitée par les rois de France qui ne rêvaient que de l'arracher aux puissants comtes de Flandre. Ils en ont capturé un lors de la bataille de Bouvines. Son épouse, Jeanne, a dû gouverner seule, mais elle a laissé de beaux souvenirs aux gens de sa ville, comme cet hospice qu'elle a fondé en son propre palais. Il était destiné à l'origine pour les indigents, les plus miséreux et des pèlerins de passage. C'est à la mort, à la disparition en fait, de la comtesse Jeanne de Flandre en 1245 que les Lillois
qui, en remerciement pour la générosité de cette comtesse, lui ont donné son titre, l'hospice comtesse. C'est un hôpital qui a connu 2 incendies, donc au XVe siècle, au XVIIe siècle, mais il a toujours été reconstruit. Reconstruit parce qu'on avait besoin de lieux comme ça hospitaliers, de maisons d'accueil. Et la ville s'agrandissait, il y avait de plus en plus d'habitants, donc besoin de plus en plus de lits pour accueillir. Ensuite, les portes ont fermé au début du XXe siècle et ce bâtiment a été redécouvert par justement des muséographes. Et il a été décidé assez rapidement, on va dire dans les années 50, de faire un musée du folklore de la ville, un musée de la ville lilloise du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est vraiment un des fleurons du patrimoine lillois. Et les Lillois ont un vrai attachement pour ce lieu et pour ces bâtiments, en fait. Les rois de France devront attendre le XVIIe siècle pour prendre enfin ces joyaux qui font aujourd'hui le bonheur des enfants de la République. Le musée de l'Hospice Comtesse est très fréquenté. On peut y rêver des splendeurs d'autrefois, mais aussi parfois s'imaginer faisant quelques emplettes dans des boutiques reconstituées par un conservateur minutieux. C'est une exposition qui est une évocation du commerce lillois depuis en gros la fin de l'Ancien Régime jusqu'au milieu du XXe siècle. L'exposition est composée de pièces venant du musée. Cet ensemble est complété par des prêts de prêteurs privés ou institutionnels, le Palais des Beaux-Arts de Lille, une bibliothèque municipale. Voilà. Et cet ensemble permet donc de retracer une histoire du petit commerce, plutôt d'ailleurs dans le vieux Lille, puisque c'est là que se concentrait l'essentiel de ces commerces qui égayaient les rues de Lille, mais qui aussi témoignaient de la vitalité, pas seulement de l'industrie, mais d'une prospérité générale de la ville à cette période-là. Nous avons choisi de nous concentrer sur une dizaine de commerces, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette exposition, c'est que le décor commercial se renouvelle extrêmement souvent, jamais au-delà de 10 ans. Une boutique subsiste, à part l'exception qui est la fameuse boutique mère dans le vieux Lille. Il n'y a pas de type de commerce spécifique, mais en revanche, il y a des produits spécifiques du Nord. Si vous faites une vue aérienne de l'île, vous regardez l'île par en haut, par exemple avec Google Earth ou Google Maps, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a de nombreuses rues qui reprennent la forme naturelle d'un cours d'eau. Par exemple, cette rue, la rue Mazurelle, elle est sinueuse, tel un serpent. En fait, elle a été construite par l'eau. Dans cette tortueuse rue Mazurelle, il y a eu longtemps beaucoup d'antiquaires venus faire commerce de jolis souvenirs. Histoire d'argent parfois, mais aussi de passion. Surtout pour ceux qui sont restés comme Jérôme et Sylviane Godon. Ils ont toujours été de farouches collectionneurs, à l'origine de livres, puis de tout ce qui fait la mémoire de leur ville. C'est un document qui est vraiment intéressant, parce que c'est l'acte d'abdication de Napoléon. On était au départ collectionneurs de tout ce qui concerne les documents sur le cinéma. On faisait un peu des marchés aux puces, on s'est un peu pris au jeu, on a commencé à acheter, à revendre, et puis on s'est aperçu que quand même, si on voulait progresser dans le métier, il fallait avoir des plus beaux livres. Et les plus beaux livres, on les a acquis un peu partout, de manière classique, c'est-à-dire dans les salles des ventes, chez les particuliers, chez les confrères. Et donc on a tout doucement gravi quelques marches, quelques échelons dans le métier. À partir des années 2000, tout a commencé à se modifier, le marché s'est progressivement dispersé. On a vu cette évolution qui a été extraordinaire. Le samedi après-midi, il y a 15 ans, il passait 10 personnes devant le magasin, maintenant il en passe plusieurs milliers. On s'est rendu compte que forcément on avait une demande qui était plus axée sur la ville de Lille. Donc on s'est un peu spécialisé dans le plan ancien sur l'île, dans le document sur l'île. Là, on a un plan qui date du XVIe siècle, qui est de la fin du XVIe siècle, qui est un plan de Guy Chardin, qui est un ouvrage concernant tous les Pays-Bas. Là, c'est complètement différent. C'est un plan qui est du début du XVIIIe siècle. C'est un plan militaire où, évidemment, on a la citadelle qui est reproduite. C'est un plan qui date de 1650 environ. Les coloris ont été posés au moment de la sortie du plan. Ça, c'est évidemment la vieille bourse, le monument le plus emblématique de la ville de Lille et le plus célèbre. Ce sont tous des plans d'époque, évidemment, il n'y a pas de reproduction. Et puis c'est une passion, parce que les plans de Lille, il y en a plusieurs centaines de différents. Donc c'est des documents intéressants, historiques pour la ville de Lille. Donc en face de vous, la cathédrale de la Trêve.
sujet à polémique. Je vais vous expliquer la petite histoire. On arrive directement sur la rue du Cirque. Et au XIXe siècle, il y a un architecte britannique qui a lancé les plans de la cathédrale de la Traille. La raison pour laquelle on peut voir les petites gargouilles comme ça qui avancent. Vous les voyez? Une grosse gargouille. Oui, les grosses gargouilles, c'est vrai. Alors, selon les premiers plans, la cathédrale était censée être bien plus grande, arriver quasiment jusque la rue, mais ils ont arrêté la construction durant les différentes guerres, mais aussi par souci d'économie. Quand ils ont arrêté la construction, elle était toujours ouverte, elle n'avait pas de clocher. Donc ils sont dépêchés de vite mettre le clocher à part sur une sorte de petit beffroi en briques, c'est plus rapide pour la construction. Et de même, ils l'ont terminé avec une façade en briques. Et bien plus tard, en 1999, il y a un architecte lillois qui a repris les plans et qui a fait cette façade moderne. Donc en fait, polémique, c'est les deux styles qui se juxtaposent. Le gestionnaire de cette polémique, le voici. Arnaud Chillon est le recteur de Notre-Dame de la Treille. Il a reçu cette façade en héritage, mais en habile homme d'église, il sait en magnifier la transparence. Lorsqu'à la fin du XXe siècle, l'évêque de Lille, le père Villeneuve à l'époque, décide de terminer la cathédrale, il fait le choix d'une façade contemporaine pour inscrire dans les pierres la manière avec laquelle l'église essaie d'être présente au cœur de la cité. Ah, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair qu'elle ne fait pas l'unanimité pour elle, cette façade, mais elle a vraiment été pensée comme une question posée aux passants. Et non pas un message s'imposant à tous. Et je trouve que c'est une belle manière d'envisager la proposition de la foi aujourd'hui, que de ne pas imposer un message, mais de poser question. De manière générale, Lille a beaucoup changé ces dernières années, avec un certain nombre d'événements qui ont fait de cette ville un haut lieu de tourisme. Et c'est vrai que ce vieux Lille qui fut abandonné, décrié, malfamé, est aujourd'hui devenu un lieu phare de la vie de la ville. Et moi, je suis heureux qu'au cœur de ce lieu phare, il y ait ce point de ralliement qu'est la cathédrale, qui à la fois profite de tout ce tourisme et puis qui en même temps est un bon appel pour des touristes qui se promènent dans l'île. Je suis très marqué du nombre de gens qui vont et viennent pour visiter ou pour prier. Chaque semaine, c'est des dizaines et des dizaines de groupes de collégiens, de lycéens qui, grâce à une visite de l'île ou un jeu de piste dans la ville, viennent découvrir la cathédrale. Et je trouve que c'est assez merveilleux de vivre comme ça un lieu qui, parce qu'il est ouvert aussi, offre à chacun de pouvoir y entrer. Et on n'a encore rien trouvé de mieux pour dire aux gens qu'on les attend et qu'ils sont bienvenus que de leur ouvrir des portes. La première chose qui marque les gens, c'est de découvrir la façade de l'intérieur. Et ce faisant, de découvrir aussi, et c'est assez rare pour une cathédrale, la luminosité du vaisseau. C'est une cathédrale qui est très très lumineuse. Souvent dans les cathédrales, c'est plutôt obscur. Ici, le choix a été fait d'une cathédrale très lumineuse, que ce soit par sa façade ou par les vitraux des nefs latérales. Donc il y a vraiment ce désir de vivre une cathédrale en dialogue avec son parvis, une église en dialogue avec sa société. Vous voyez, on est en plein centre, dans le Vieux-Lille. C'est très détendu. Pareil, le petit espace vert qui est là, c'est très apprécié des jeunes. Et en face de vous, la boutique de luxe par excellence à Lille, la confiserie-chocolaterie, boulangerie-pâtisserie, salon de thé et restaurant, qui date de 1761. Péché mignon d'un certain Charles de Gaulle, qui envoyait tous les dimanches matins une voiture depuis l'Élysée pour savourer une gaufre lilloise au dessert de midi. Le temple de la gourmandise depuis des siècles est devenu le lieu incontournable des guides touristiques. Mais il existe à Lille un autre endroit complètement inconnu, même par Thomas, pourtant incollable sur sa ville. Visite de Lille en 2 chevaux. Jamais venu ici alors? Non, je suis assez surpris. D'ailleurs, je passe souvent durant les visites devant le palais de justice. Alors, on est vraiment en dessous du palais de justice et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on a une crypte romane relativement bien conservée sous un bâtiment du XXe siècle. C'est le seul site archéologique qui est conservé à Lille. La plupart sont détruits après la fouille. Celui-ci a été maintenu en place. Ici, on voit très bien l'escalier d'accès. Donc il faut imaginer que cet escalier arrive directement sur les bas-côtés du chœur de l'église. Au XIe siècle, Baudouin V, lorsqu'il l'a fait construire, a demandé à ce qu'il y ait une messe qui soit dite à l'anniversaire de sa mort. Et surtout, il a demandé qu'il y ait un cierge qui brûle en permanence à sa mémoire. Je
sais pas si tu as vu le plan qui est à Il n'y a plus de cierge dans la crypte pour veiller sur l'âme du défunt Baudouin V. Inutile, les comtes de Flandre ou du Hainaut ont laissé aux Lillois devenus français la plus belle lumière qui soit. Le ciel du Nord, que Flamands et Français auront toujours en partage.